Madame, Monsieur, bonjour. Le Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. Cette décision marque un tournant majeur dans les relations entre les deux pays et suscite de nombreuses interrogations, tant sur le plan diplomatique, politique et symbolique. Pour en parler, nous recevons Dr Boukari Nebié, ancien chercheur et spécialiste de l'analyse du discours. Camarade Dr Nebié, bonjour. Bonjour camarade. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. Merci pour l'invitation également et merci à vous pour tout le travail que vous abattez dans le sens donc d'accompagner nos autorités pour l'affirmation de notre souveraineté totale et vraie. Avec vous, nous allons décrypter les motivations, les enjeux et les implications de cette décision. Quel regard portez-vous sur la décision du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec la France? Merci. Je pense que la décision de nos autorités de rompre les relations diplomatiques avec la France est, de mon point de vue, dans une suite logique de ce que nous avons constaté en matière d'évolution de la température qui a animé les relations ou qui anime les relations entre le Burkina Faso et la France depuis donc l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Il vous souviendra que déjà, dès que le capitaine Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, on a eu en 2023 la dénonciation des accords de défense. S'en est suivi la dénonciation de la non-double imposition, donc une sorte de dénonciation d'accords économiques. Et en 2023 déjà, le Burkina Faso n'a plus d'ambassadeur en France. Et c'est en 2023 que la France également a rappelé son ambassadeur qui était au Burkina Faso. Et il a été déclaré persona non grata. Non grata au Burkina. Et dans la même dynamique, en 2023, la France avait déjà suspendu la délivrance de ses visas de façon temporaire pour les ressortissants des pays de l'AES. En 2023, la France avait suspendu la procédure d'adoption d'enfants burkinabés par des personnes ou des personnalités d'origine ou de nationalité française. Toujours en 2023, la France avait suspendu sa coopération culturelle avec le Burkina Faso à la suite donc de ce qui s'était passé au Centre culturel français. Donc, quand vous prenez cette panoplie d'actions, les unes à la suite des autres, on peut donc aujourd'hui légitimement comprendre ce qui est arrivé le 26 juin dernier, à savoir la rupture des relations diplomatiques. Mais il faut aussi surtout noter que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la résolution prise par le Parlement européen condamnant donc le Burkina Faso. Et cette résolution a été prise le 18 juin dernier. Et il faut surtout noter que c'est une résolution qui a été portée par un député européen, mais français, Christophe Gomard. Tout à fait. Un général de l'armée. Un général de l'armée, celui-là même qui était le commandement des forces spéciales françaises lorsque la France, bien sûr, sous le chapeau de l'ONU, intervenait en Libye pour assassiner Kadhafi. Celui-là aussi qui était le commandement des forces spéciales au temps de la force Serval. Donc, quand il finit sa carrière militaire, il s'est reconverti en politique et donc il est élu comme député en 2024 sous la bannière de LR, les Républicains, qui est le parti qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Donc aujourd'hui, on comprend que la résolution, certes, elle est votée par le Parlement européen, mais portée par un député français, bras droit d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, évidemment, la responsabilité de la France dans l'adoption de cette résolution est totalement engagée. Et donc nos autorités n'avaient d'autre choix que véritablement de couper l'igname, comme on le dit. Oui, justement, en quoi cette décision constitue-t-elle un fait politique majeur, diplomatique, dans l'histoire récente du Burkina Faso?
Est-ce que c'est l'histoire récente du Burkina Faso? C'est l'histoire du Burkina Faso. Parce que, de mémoire d'homme, je ne crois pas que depuis que notre pays ait accédé à l'indépendance en 1960, jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de rupture de relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Ça, c'est pour ce qui concerne le Burkina Faso. Quand vous prenez les pays africains dans leur globalité, c'est vrai, le Niger avait suspendu ses relations diplomatiques avec la France en 2023 et c'est toujours en cours. Le Mali n'a pas suspendu officiellement, mais ce sont des relations froides, donc véritablement une portion incongrue. C'est le Rwanda également qui l'a fait depuis en 2006 dans le cadre donc, d'une procédure judiciaire qui avait été ouverte en France en lien avec le génocide rwandais. Et donc le juge français avait demandé que le président Paul Kagame soit déféré en France pour être entendu. Et donc ça avait créé des bruits et donc rupture diplomatique entre. Et de 2006, il a fallu attendre en 2015 l'arrivée de Macron pour que les relations soient rétablies. Et plus loin, c'est la Guinée de Sékou Touré qui l'avait fait. Donc, voyez-vous que ce que le Burkina Faso vient de faire, avant de dire c'est bien ou ce n'est pas bien, au moins on peut être unanime que c'est une décision assez historique. Et ça, on peut saluer le courage des autorités. Parce que ceux qui ne l'ont pas fait de par le passé, ou les pays africains qui ne le font pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de raison assez suffisante pour le faire. Mais c'est le courage politique qui manque à certaines autorités de le faire. Il vous souviendra, vous êtes journaliste, qu'au cours des jours passés seulement, le président équato-guinéen, Théodore Obiang Nguema, n'est-ce pas, menace également la France de rupture des relations diplomatiques. Ça veut dire que les gens en ont marre vis-à-vis des relations avec la France. Oui, justement, le Burkina Faso a franchi le pas. Vous évoquez tout de suite l'un des éléments qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a débordé le vase en parlant de la résolution du Parlement européen. Quels autres éléments ont concouru, bien sûr, à ce que le Burkina Faso franchisse le pas? Oui, déjà dans le communiqué du gouvernement, il y a assez d'éléments qui peuvent constituer des arguments suffisants pour que nous allions à cette rupture-là. Le communiqué du gouvernement parle d'actions subversives de la part de la France. Le communiqué du gouvernement parle de méthodes néocoloniales. Le communiqué du gouvernement parle d'ingérence de la France dans nos affaires internes, dans nos affaires intérieures. Ce sont autant d'éléments qu'on ne peut pas négliger, autant d'éléments qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. L'ONU reconnaît à chaque État sa souveraineté. Et l'ONU interdit plutôt l'ingérence d'un État tiers dans les rapports, dans les relations, dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc la non-ingérence d'un État tiers dans les affaires internes d'un autre État. C'est exactement ce que la France fait aujourd'hui. Et à plusieurs reprises, je pense que des signaux ont été envoyés à la France, des messages ont été envoyés à la France, mais la France, toujours dans cette posture condescendante qui consiste à voir nos pays toujours comme des pays aérés, des pays d'arrière-garde, toujours dans cette posture néocoloniale, comme l'a dit le communiqué d'ailleurs, ne veut pas entendre raison. Donc aujourd'hui, je dis que s'il faut situer les responsabilités, c'est la France qui porte l'entière responsabilité de ce qui est arrivé. Parce que n'eût été ces actions subversives, comme on l'a dit, c'est sa vocation néocoloniale, impérialiste-là, le gouvernement burkinabé n'aurait pas pris cette décision. Oui, justement, on parle d'actions subversives. Le Burkina Faso évoque ces actions. Que recouvre cette formulation sur le plan du discours politique? Oui, actions subversives, nos autorités l'ont toujours dit. Les terroristes qui nous endeuillent dans le Sahel, que ce soit au Burkina Faso ou dans les autres pays de l'AES, mais qui sont
les sponsors, pour emprunter le terme du président général Tchiani, qui sont les sponsors de ces terroristes au Sahel? Et selon vous, c'est qui? Ah non, quand je dis qui sont les... C'est une question rhétorique. Je ne vous pose pas la question. Mais les terroristes, nos autorités l'ont toujours dit. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, je m'aligne sur les informations que donnent nos autorités. Et nos autorités ont toujours pointé la responsabilité de la France dans le terrorisme qui nous endeuille au Sahel. Les mêmes terroristes qui étaient blanchis, nourris par des structures françaises ou même par l'État français, qu'on appelait à un certain moment des rebelles. Et donc aujourd'hui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que la France a la main derrière ce qui se passe. Et un autre aspect, tout à l'heure j'ai relevé l'action, j'allais dire quoi, directe de l'État français dans l'assassinat de Kadhafi, mais aussi l'action directe de Christophe Gomard en tant que responsable du COS, donc le commandement des opérations spéciales. Mais aujourd'hui, lui, Christophe Gomard, qui pense que, comme il s'appelle Gomard, on va simplement gommer sa responsabilité ou gommer la responsabilité de la France dans ce qui nous arrive au Sahel. Mais Emmanuel Macron l'a dit, il reconnaît lui-même la responsabilité de la France dans ce qui est arrivé en Libye et donc qui a permis la propagation des armes dans le Sahel. Et il avait dit, la France n'a pas assuré le service après-vente. Donc aujourd'hui, est-ce que la France assure le service après-vente de ce qu'elle a fait en Libye et donc qui a permis la propagation des armes de tout calibre au Sahel et qui a alimenté davantage le terrorisme. L'opération Serval, autant pour moi. Mais quand on arrivait, le terrorisme était contenu au nord du Mali. Mais le temps que Serval et Barkhane partent, le terrorisme était déjà au port de Bamako. Donc, aujourd'hui, la responsabilité de la France est engagée. Ça s'est métastagé dans la sous-région. Absolument. Et le premier ministre actuel du Mali, Abdoulaye Maïga, quand il assurait l'intérim de Choguel Maïga en tant que premier ministre, en 2023, je crois, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il avait pointé du doigt la responsabilité de la France quant à l'équipement des terroristes au Mali. Et il avait en son temps dit que le Mali demandait au Conseil de sécurité de l'ONU de convoquer une réunion pour que le Mali apporte les preuves. Nous sommes en 2023. Jusqu'en 2026, 3 ans après, la France n'a pas daigné bousculer de telle sorte qu'on ait cette réunion-là. Et quand les gens disent parfois que ce sont des accusations, je dis non. Il faut peut-être être myope intellectuellement ou de mauvaise foi pour croire que ce sont des accusations mensongères. La France, cette grande puissance-là, qu'un petit pays comme le Mali accuse la France, c'était normalement à la France de prendre les devants pour qu'on convoque cette réunion-là, pour qu'elle soit blanchie. Mais si la France n'a pas daigné le faire, tout le monde sait unanimement que c'est parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas que les gens découvrent. Donc aujourd'hui, la responsabilité de la France est engagée dans ce qui nous arrive au Burkina Faso et dans le Sahel en matière de terrorisme. Oui, justement, selon vous, quels sont les principaux objectifs poursuivis par les autorités burkinabées à travers la dénonciation ou la rupture des accords diplomatiques avec la France? Oui, mais là également, c'est dit dans le communiqué du gouvernement, lu le 26 juin dernier par le camarade porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouedraogo. Il a dit dans le communiqué, le Burkina Faso est un État souverain. Et étant un État souverain, nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher et à dire la France, tu nous colles trop, il faut te détacher de nous. Non, à un certain moment, quand vous parlez d'égal à égal avec un autre pays qui ne veut pas entendre raison, et si vous tenez à votre souveraineté, vous prenez la décision. Elle peut être difficile, mais il n'y a aucune décision au sommet de l'État qui ne soit pas difficile. Et c'est à nous donc de savoir comment nous manœuvrons pour certainement endiguer les actions subversives de la France. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons rompu les relations
diplomatique avec la France, qu'automatiquement la France va dire je range mes armes et je laisse les Burkinabés en paix ou je laisse les pays de l'AES en paix. Mieux, c'est l'occasion pour la France d'activer son activisme encore politique sur le plan international pour tenter de mettre notre pays au banc de l'histoire ou au banc des différentes nations. Donc nous devons prendre le devant et savoir que la France ne nous laissera pas et pleurnicher ne nous arrange pas. C'est plutôt voir diplomatiquement sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense, mais aussi en matière de coopération avec les partenaires stratégiques, comment nous nous renforçons davantage pour ne pas être surpris par la France. Oui, donc c'est-à-dire la souveraineté, tant qu'on qualifie cette décision de décision souveraine plutôt, donc c'est-à-dire que la souveraineté pour le Burkina Faso, elle a un prix. Pas pour le Burkina Faso, pour n'importe quel pays. Et même parfois, sans qu'on atteigne le stade d'un État, même un individu, quand vous voulez être souverain, il y a un prix. Quand vous naissez là, quand papa vous donne l'argent de poche à tout moment, si à un certain moment vous estimez que vous êtes devenu adulte et que vous voulez contester quelques propos de papa là, mais il coupe l'argent de poche. C'est le prix là comme ça. Si à un certain moment vous estimez que vous avez l'âge de vous marier, mais papa ne veut pas vous laisser escalader le mur pour aller voir des petites dehors, mais vous sortez et puis vous prenez une maison en location. C'est le prix comme ça. Ça, c'est à l'échelle d'un individu. Donc, ce n'est pas à l'échelle d'un État que la souveraineté n'a pas un prix. La souveraineté a un prix. Parfois, son prix, c'est le prix fort. Ça peut même être la vie qu'on y laisse. Et on a vu au Burkina Faso ici. Des gens comme Desnouma Sankara là, ont été assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu la souveraineté pour ce pays. Des gens comme Kadhafi ont été assassinés. Pourquoi? Parce que la souveraineté de leur pays est la souveraineté de notre espace. Les gens comme Lumumba, depuis les années 1960, ont été assassinés. Pourquoi? Pour la souveraineté de leur pays, pour la dignité de l'homme noir. Donc, ce combat de souveraineté a un prix et il faut le payer. Et aujourd'hui, quel doit être aujourd'hui le message des autorités à l'endroit des populations? À l'endroit des populations, je crois que c'est toujours leur demander de continuer à accompagner les autorités. Bassoulma, le camarade Bassoulma Bazil a déjà dit lors d'une de ses interventions, le vrai bouclier d'un dirigeant, c'est le peuple. Si vous avez des armes qui vous protègent, si le peuple n'est pas avec vous, même les décisions que vous prenez, vous aurez du mal à les implémenter sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous voyez déjà que quand on prend même la rupture de relations diplomatiques avec la France, même ceux qui ne sont pas allés à l'école jusqu'à un certain niveau, quand vous leur expliquez en français facile, quand vous leur expliquez dans nos langues nationales ce que la France fait dans notre pays et pourquoi nos autorités ont pris ces décisions, les gens comprennent et les gens accompagnent. Donc c'est de continuer à envoyer ce message fort-là à l'endroit des populations et surtout de les rassurer. Mais rassurer nos populations burkinabées, mais aussi rassurer les populations françaises pour qu'elles comprennent que cette décision, elle n'est pas prise contre les citoyens. Non. Thomas Sankara l'avait dit. Les mêmes qui exploitent les masses populaires en Afrique sont les mêmes qui exploitent les masses populaires en France. Aujourd'hui, en France, si l'on s'en tient aux masses populaires, à la population, j'allais dire, Macron ne serait pas au pouvoir. Macron est maintenu au pouvoir parce que vous avez des lobbies qui l'accompagnent. Il y a des forts lobbies qui sont derrière lui. Sinon, la population a vomi Macron. Donc, envoyons ce message-là à nos populations et envoyons ce message-là aux populations françaises, que ce soit celles qui vivent au Burkina ou en France, que le peuple burkinabé, les dirigeants burkinabés n'ont rien contre le peuple français. C'est la politique française en Afrique, notamment au Burkina Faso, pour le cas précis, qui est une politique génocidaire, qui est une politique de haine, une politique, j'allais dire simplement, de racisme, que les autorités françaises cessent d'être racistes et de voir les Africains, de voir les Burkinabés comme des personnes à part entière. Le combat qui a été mené depuis la négritude pour voir en l'homme noir un homme à part entière, un homme au même titre que le blanc,
en réalité, c'est le même combat qui continue parce que des gens assis à des milliers de kilomètres d'ici pensent toujours que l'homme noir n'est bon que lorsqu'on veut l'utiliser comme une serviette ou comme un papier hygiénique. Oui, au-delà de Paris, quels signaux cette décision adresse-t-elle à la communauté internationale? Oui, mais à l'endroit de la communauté internationale, je le disais il y a quelques jours de cela, le Parlement européen qui a adopté cette résolution-là est le Parlement de l'Union européenne. L'Union européenne, c'était 28 pays, mais avec le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni, ça fait 27 pays. Mais comment est-ce que les 27 pays peuvent parfois se laisser entraîner par un pays comme la France? Et c'est plus de 700, je crois, députés. Donc, à un certain moment, il faut envoyer ce genre de message-là pour que la communauté dite internationale comprenne que dans les relations entre la France et l'Afrique, entre la France et l'AES, entre la France et le Burkina Faso, il y a parfois des non-dits. Et c'est ce que nos autorités tentent à chaque fois d'envoyer comme message fort à la communauté internationale. Situer les responsabilités, les placer devant le fait accompli. Et nous sommes convaincus qu'il y a des pays européens, il y a des pays occidentaux qui comprennent ce message-là et avec cette décision, qui n'auront d'autre choix que de se démarquer de la France parce que vous n'allez pas, parce que vous êtes dans une union avec la France, vous ternez l'image alors que vous ne tirez pas de dividendes d'actions subversives en Afrique plutôt, comme la France. Il y a certains pays européens qui n'ont pas de passé colonial en Afrique et qui jusqu'à présent, même si il n'y a pas de relation comme ça avec les pays africains, ils ne perdent pas assez. D'ailleurs, on a vu l'Italie avec Giorgio Meloni, je crois, qui a à plusieurs reprises fustigé la France et qui a même estimé que si la France lève le genou sur le cou des pays africains, mais l'immigration qu'on a toujours combattue, l'immigration où on voit des milliers d'Africains aller finir leur vie dans la Méditerranée en tentant de traverser la mer Rouge, là, mais elle va diminuer parce que c'est parce que la France pille l'Afrique que les Africains n'ont pas le minimum et qu'ils sont parfois obligés de traverser la frontière. Et l'Italie en est vraiment victime. L'Italie en est victime. Merci. Oui, justement, quels sont les mots ou expressions du communiqué officiel qui retiennent particulièrement votre attention? On peut faire un tableau à 2 colonnes. Dans une première colonne, vous avez les mots qui a trait à notre pays, donc qui insistent sur notre souveraineté. Et donc, vous avez effectivement le mot comme souveraineté, respect de notre souveraineté si vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez des mots, tout à l'heure on parlait d'actions subversives, on a parlé des méthodes néocoloniales, on parle d'activisme politique de l'autre côté. Donc, il y a ce tableau à 2 colonnes-là. La première colonne qui réaffirme notre souveraineté comme étant une valeur, une donnée non négociable. Et dans l'autre colonne, vous avez les termes ou les terminologies qui pointent du doigt la responsabilité de la France dans ce qui nous arrive. Et surtout, qui présentent la France comme un État néocolonial, un État impérialiste, un État voyou. Parce que l'activisme politique, là, qui consiste à ventiler la peur et à vouloir que les autres pays de la communauté internationale placent un pays tiers comme le Burkina Faso sur le banc des nations. Ah mais il faut être un État voyou pour le faire. Donc si on ne respecte pas les Absolument. éléments de la Convention de Vienne. L'État français aujourd'hui est un État voyou. Cela ne signifie pas que les Français sont des voyous, mais c'est l'État français qui est un État voyou. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvent, nous avons peur des mots. Ce n'est pas Robert Bourgi, c'est lui, non? Tout à fait. Qui, il y a quelques mois ou quelques années, en 2025, qui est sorti pour faire des déclarations sur ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale 2010. Même sur des chaînes plateaux, il y a un ancien du renseignement français qui a dit qu'ils peuvent déstabiliser
en mondovision le Niger. Absolument. Donc Bourgi l'avait dit, pour situer la responsabilité de Nicolas Sarkozy dans ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire et qui revient aujourd'hui pour dire nous l'avons fait, nous regrettons. On a vu des gens comme Colin Powell aux États-Unis qui en 2003 se présente devant le Conseil de sécurité des Nations Unies avec une fiole comme contenant l'anthrax et qui était pour lui la preuve que l'Irak de Saddam Hussein disposait des armes de destruction massive. Quelques années après. 2 semaines après, soit le 20 février 2023, on a bombardé l'Irak pour une guerre qui était partie pour 2 semaines. On a fait 8 ans, plus de 500 000 morts civils, côté américain et ses alliés, plus de 4 000 morts. Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune trace d'armes de destruction massive. Mieux, Colin Powell, en 2021, lui-même a fait des aveux au niveau du Nouvel Obs pour dire qu'il avait menti et il demandait à la CIA et au Pentagone de lui fournir des explications sur les rapports mensongers qu'on lui avait présentés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que des informations qui viennent de ces gens-là, c'est parfois des pipeaux, comme on le dit. Que révèle le ton dans la communication officielle du gouvernement burkinabé? Oui, mais le ton, c'est le ton de la souveraineté. Hein? C'est le ton de la souveraineté. C'est le ton d'un gouvernement qui s'assume. De l'audace. De l'audace. D'un gouvernement qui s'assume. Un gouvernement responsable. Qui ne veut pas débiner. Donc, qui situe les responsabilités. Ce n'est pas un ton belliqueux. Encore belliciste, pour reprendre les termes de Thomas Sankara. Non, ce n'est pas un ton belliqueux, ce n'est pas un ton belliciste, mais c'est un ton de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer en tant qu'État à pleurnicher. Il faut qu'à un certain moment, nous nous assumions. Et lorsque j'ai écouté le ministre camarade porte-parole du gouvernement, qui a lu le communiqué du gouvernement, j'avais fait une publication pour dire, j'ai particulièrement, non seulement aimé le contenu, mais la posture et le ton adopté par le porte-parole du gouvernement, le camarade Gilbert Ouedraogo, pour lire ce communiqué-là, venait encore ajouter de la consistance à ce qui est dit. Parce que c'est un ton qui ne débine pas un État responsable dont le communiqué est lu par un homme de conviction et un homme de foi. Et quel effet ce type de discours produit-il sur l'opinion nationale et internationale? Oui, en termes d'effets, vous avez ce qu'on appelle en analyse du discours les effets locutoires, illocutoires et perlocutoires. C'est l'effet perlocutoire qu'on recherche en réalité. Comment est-ce que ce que nous avons comme acte de langage, comme élément de langage, peuvent avoir comme incidence, comme effet sur nos populations? Et aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, c'est vrai, il n'y a pas eu peut-être d'enquête qui permet de voir combien de personnes sont d'accord ou combien de personnes ne sont pas d'accord. Mais en la matière, il y a aussi ce qu'on a une enquête empirique. On n'a pas forcément besoin d'aller interroger des gens, de faire une étude, mais de façon empirique, quand vous écoutez les gens, hein, tout le monde, ou presque tout le monde, sauf ceux qui tirent leur profit de ces pays-là, tout le monde est unanime qu'on ne peut pas continuer à amadouer la France alors que c'est la France qui constitue le problème. Et aujourd'hui, le message est assez simple. Comme l'avait dit également le camarade Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui disait qu'une fois, je pense que c'est un Français d'ailleurs ou une autorité française qui lui avait demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? C'est un diplomate français. Un diplomate français. Il avait rétorqué, le Burkina Faso n'a pas besoin que vous fassiez quelque chose pour nous. Ce dont nous avons uniquement besoin, c'est que vous nous laissiez tranquilles. Si vous nous laissez tranquilles, ça nous suffit. Au lieu que nous nous concentrions sur 2 fronts, le front de la guerre et le front contre la France, nous allons nous concentrer uniquement sur le front contre le terrorisme, j'allais dire, et nous allons le vaincre. Que la France nous laisse en paix, parce que nous ne voulons pas de problème. Est-ce que ceux qui pensent que nous sommes belliqueux, ou même la France, pourquoi ce ton, ces messages ne sont pas envoyés à d'autres pays? Est-ce que les gens se sont une fois posé cette question-là? L'Allemagne est un pays de l'Union européenne, la Belgique, l'Italie,
D'autres pays. Récemment, il y a beaucoup de pays européens qui viennent Absolument. au Burkina Faso. Christophe Goma dit par exemple que le Burkina Faso est un pays où le chaos s'installe. Une manière donc d'envoyer un message à la communauté internationale pour qu'on fuit le Burkina Faso. Et à peu près une semaine après ce discours-là, dont le vendredi dernier, vous avez 8 ambassadeurs qui ont été accrédités au Burkina Faso. 8 ambassadeurs. C'est déjà un message fort, que c'est un mensonge qui se construit, mais ce mensonge-là ne prospère plus. Ça ne prospère pas. Oui, justement. Quelles peuvent être les conséquences diplomatiques immédiates de cette décision? Oui, les conséquences diplomatiques immédiates, c'est que avec la rupture des relations diplomatiques, il n'y a plus de canaux officiels de communication entre les deux pays. Il n'y a plus de canaux officiels. L'autre aspect aussi, c'est que en matière de traitement, surtout des visas, il y aura des difficultés. Et si vous prenez par exemple des gens qui avaient des visas qui sont arrivés à échéance, avec cette situation-là, il va falloir patienter encore parce que c'est vrai, ça ne coupe pas la communication ou les relations politiques, ça ne coupe pas tout. Mais officiellement, il n'y a plus ce canal-là. Mais en droit international, il y a ce qu'on appelle les puissances protectrices. Quand un cas comme ça arrive, le Burkina Faso va choisir un État tiers appelé puissance protectrice et c'est valable aussi pour la France qui choisit un État tiers appelé puissance protectrice. Et donc ces puissances protectrices-là vont tenter de défendre et de protéger les intérêts du Burkina Faso vis-à-vis de la France. Et l'autre État aussi qui aura été choisi par la France va tenter de préserver les intérêts de la France vis-à-vis du Burkina Faso. Et c'est comme ça que ça va se traiter jusqu'à ce que peut-être un jour, les relations reviennent au beau fixe. Et moi, je l'avais écrit quelque part. Il n'est pas exclu, et c'est même prévisible. La France reviendra au Burkina Faso. Les relations diplomatiques qui viennent d'être rompues vont être rétablies. Ça, c'est une évidence. Mais elles seront rétablies au moins avec une dividende politique. C'est que quand la France reviendra, elle reviendra avec un autre regard sur le Burkina Faso. Donc il y a des perspectives de rétablissement. Il y a des perspectives. D'entrée de jeu, je disais, le Rwanda a suspendu ses relations en 2006 avec la France. En 2006. En 2015, les relations ont été rétablies. Mais vous savez quoi? En 2018, c'est Emmanuel Macron, donc président français, qui a battu campagne pour l'élection de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, une Rwandaise qui était ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Paul Kagame. C'est Macron qui a battu campagne pour elle, contre Michaëlle Jean, qui, elle, était franco-canadienne. J'aimais les propos d'un grand frère qui était politicien, qui a pris part aux élections de 2015 et qui avait un parti qui venait de créer qui disait « Ton parti est un parti bila, la parti yale. Notre parti là, c'est un petit parti, mais ce n'est pas un parti inutile. Nos pays sont des petits pays, on est d'accord. Mais nos pays ne sont pas des pays inutiles. Le respect, ça s'impose. Si vous vous faites respecter, les gens vont vous respecter. Mais si vous vous comportez comme des valvales, mais on va vous traiter comme tel. On a dit à Morée, si on dit les enfants des riches, approchez-vous, et que vous avez votre enfant, parmi ces enfants-là, au lieu de s'approcher, il recule, c'est lui qui aura dit que vous êtes pauvre, et cet enfant-là, s'il va à la maison, il faut l'enfermer pour quelques jours. D'accord. Cette décision pourrait-elle modifier les équilibres géopolitiques dans la sous-région? Oui, certainement, parce que vous savez que ma conviction, c'est que ce qui arrive à la fois et à la fois dans notre espace AES, CEDEAO, UEMOA, Union africaine, ainsi de suite, parfois quand ça se limite entre deux pays, parfois c'est facile à gérer. Mais ce qui complexifie davantage les choses, c'est quand vous avez d'autres forces extérieures qui ont une main invisible, comme la main invisible de Adam Smith en économie. Quand vous avez une main invisible derrière, qu'est-ce que je veux dire par là? Les complications que ça pourrait avoir, c'est quand certains pays, qui sont peut-être des pays voisins, des pays avec qui nous commerçons,
des pays avec qui nous avons des liens séculaires, vont peut-être vouloir prendre position pour la France parce que eux, là où la France est, il faut qu'eux ils soient là-bas pour montrer à la France qu'ils sont des bons élèves, pour continuer à faire allégeance à la France. Tant que ça va être comme ça sera un peu difficile. Ça va complexifier davantage et ça va même compliquer davantage les choses. Espérons que cela N'arrive pas. n'arrive pas. C'est tout notre souhait. Mais même si officiellement, des gens ne se déclarent pas proches de la France, officieusement, ben des gens vont dire à la France, on est toujours avec vous. Et quand c'est officieux, c'est encore difficile parce qu'il y a des choses qui se font de façon souterraine et qui vont tenter de jeter des pots de bananes sur le chemin des pays qui veulent affirmer leur souveraineté. Sinon, si c'est pour l'espace AES, il n'y a même pas de problème. Comme je l'ai dit, le Niger déjà a rompu ses relations diplomatiques avec la France depuis 2023. Ça n'a pas encore été levé. Le Mali ne l'a pas fait officiellement, mais c'est assez froid, c'est assez timide. Donc pour l'AES, ça n'a pas de problème. Mais les autres pays qui nous environnent, chaque pays est souverain. wait and see. D'accord. Que signifie cette décision pour l'image et le positionnement international du Burkina Faso? Je crois l'avoir dit en demi-mot. Le positionnement du Burkina Faso sur le plan international s'affirme davantage. Le Burkina s'affirme davantage comme un pays souverain. J'ai toujours dit, ce n'est pas que nous n'avons pas souhaité la rupture des relations diplomatiques. Nous ne l'avons pas souhaité. Même nos dirigeants n'ont pas souhaité. La France nous y a contraints. Et nous l'avons fait. Maintenant, ce qui reste à se demander, la France, ce que la France nous a fait et qui a nécessité la rupture des relations diplomatiques là, la France fait pareil à d'autres pays, pire à d'autres pays. Pourquoi ces pays-là n'osent pas lever le petit doigt? Donc, si nous l'avons fait, ça permet à la communauté internationale de comprendre que dans notre quête de souveraineté, dans notre quête de dignité restaurée là, nous n'allons pas sourciller devant aucun État. Et ça, ce n'est pas avec la France seulement, avec tous les autres pays. Et d'ailleurs, le gouvernement avait envoyé une note verbale à l'Union européenne, leur intimant l'ordre de retirer la résolution, sinon l'Union européenne portera l'entière responsabilité de la dégradation des relations qui arrivera entre notre pays et l'Union européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne devrait prendre les devants en voyant ce qui est arrivé à la France pour retirer cette résolution-là, pour ne pas que ce qui a commencé avec la France ne se métastase, pour employer le terme que je viens d'employer, ne se métastase vers d'autres pays de l'Union européenne, pourquoi pas à toute l'Union européenne. Ce n'est pas notre souhait, mais encore une fois, notre souveraineté est non négociable. Et en la matière, il faut que les gens comprennent que quand nous nous disons « la patrie ou la mort, nous vaincrons », ce n'est pas un slogan, c'est un idéal. Cette décision est-elle susceptible de renforcer ou de fragiliser la position diplomatique du Burkina Faso? Non, je ne crois pas que ça va fragiliser la position diplomatique du Burkina Faso. Parce que même avant la rupture officielle des relations diplomatiques, ce que la France faisait, elle le faisait déjà. Donc c'est nous, enfin j'allais dire, ce sont nos autorités même qui ont été assez patientes, qui ont beaucoup patienté, pensant que la France allait finalement se raviser. Donc aujourd'hui, ce que la France faisait, ou ce que la France est capable de faire, elle le faisait déjà. Donc, à nous de nous assumer, et comme je l'ai dit, de ne surtout pas dormir sur nos lauriers. Oui, on a rompu les relations diplomatiques avec la France, et puis chacun boit une bière. Non. Ça doit interpeller chacun. Et on doit se tenir prêt. Quel enseignement les Burkinabés et les partenaires internationaux doivent-ils tirer de cette décision? Les enseignements pour les Burkinabés et pour les partenaires internationaux, c'est que déjà, il faut faire comprendre quelque chose. Parce que là aussi, je lis sur les réseaux sociaux des gens peut-être qui n'ont pas bien compris ou de mauvaise foi. Oui, vous avez rompu vos relations avec la France, vous continuez à parler français. Oui, vous avez rompu vos relations avec la France et puis il y a toujours Orange au Burkina, il y a toujours quoi, Canal+ au Burkina.
Rupture des relations diplomatiques, ce n'est pas rupture des relations commerciales, économiques, non. Les relations diplomatiques, là, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a plus un canal officiel de communication politique entre les deux pays. Même de façon souterraine, les deux pays continuent de se parler par un État tierce, comme je l'ai dit, qui est appelé puissance protectrice. Donc, mais nos partenaires internationaux, le Burkina Faso est toujours ouvert à tous les partenaires du monde. Et ça, c'est le message de nos autorités depuis le début. Le Burkina Faso n'est pas replié sur lui-même. Le Burkina Faso n'est fermé à aucun autre pays du monde. Le Burkina Faso est ouvert à tous les vents du monde. Comme la métaphore de l'arbre, les racines solidement ancrées et les branches poreuses à tous les vents du monde. Nous sommes poreux à tous les pays du monde, pour peu que l'on vienne vers nous en reconnaissant en nous un État souverain, en respectant notre souveraineté, notre dignité. À cette seule condition, nous traitons avec tout le monde. Mais si vous venez au Burkina Faso avec un esprit condescendant, avec un esprit raciste comme la France, et bien évidemment, on ne peut pas l'accepter. Et à l'endroit de nos populations, comme je l'ai dit, c'est de toujours continuer à avoir foi en nos dirigeants, parce que ces dirigeants-là ne vont jamais prendre une mesure qui sera à l'encontre des populations burkinabées. Ce n'est pas possible. J'ai lu quelque part un monsieur qui se fait appeler journaliste d'investigation, qui dit qu'il aurait appris que... il n'a même pas, ce n'est même pas le conditionnel, hein, voilà, il affirme que la décision est intervenue après que la France a refusé le visa à un des frères du capitaine Ibrahim Traoré. Voyez-vous, un journaliste d'investigation. Et qui dit qu'il ne savait même pas que depuis là, il emploie le terme tapage, le Burkina n'avait pas rompu ses relations diplomatiques avec la France. J'ai seulement écrit, mais s'il est vraiment journaliste d'investigation, c'est étonnant quand même qu'il n'ait pas cherché à savoir si depuis ce tapage-là, pour emprunter son terme, on n'a pas rompu. Donc aujourd'hui, ça peut dire qu'il y aura également des gens qui seront suscités, des gens qui seront soudoyés pour distiller de fausses informations comme celle-là, le but étant de diminuer le capital sympathique de nos autorités. Voyez-vous, si quelqu'un apprend ça, à cause d'un visa pour une personne, on rompt les relations diplomatiques, c'est que les autorités n'ont pas bien fait. Alors que c'est archi faux. On peut mettre au défi ce journaliste anti-griffe d'investigation. Quelles sont ses sources d'information? Quelle est la preuve? Même s'il estime qu'il est un journaliste et que sa source n'est pas divulguée, au moins donne-nous les preuves. Les preuves, au moins, on peut les donner. Je pense que quelqu'un aussi avait dit ici qu'il ne donne pas sa source, mais finalement, on ne sait pas où se trouve le média aujourd'hui. Bref. En définitive, c'est vous dire merci, vous AIB, pour ce travail formidable que vous faites. Peut-être que vous n'avez toujours pas le retour de façon de vive voix comme ça, mais pour nous autres qui sommes très engagés sur le terrain, et quand nous pensons que l'AIB, il y a peut-être 10 ans en arrière, moins que 10 ans en arrière même, était une sorte de garage pour les journalistes. Et aujourd'hui, nous voyons que la communication gouvernementale est véritablement portée par vous. Nous ne pouvons que vous nous en féliciter et vous encourager, parce que c'est comme ça aussi que nous allons contribuer à écrire notre narratif, et ce narratif-là sera en notre faveur. Je ne sais pas si c'est Norbert Zongo, c'est Kizerbo qui l'a dit, le récit de la chasse ne peut pas être conté de la même façon selon qu'il est conté par le chasseur ou le gibier. Chaque fois que le conteur va raconter le récit de la chasse, c'est le gibier qui est devant et puis lui il est derrière. Donc le gibier est poursuivi. Mais le jour où le gibier aura la possibilité de raconter l'histoire de la chasse, là, vous verrez que dans les séquences, il y a des séquences où le chasseur est devant et puis le gibier est derrière. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que vous faites là, ça permet de savoir que dans l'histoire entre la France et le Burkina Faso, dans l'histoire entre la France et l'Afrique, il y a des dessous qu'on n'a pas toujours mis sur la table. Et ces dessous-là, aujourd'hui, nous les mettons sur la table. Les populations comprennent, elles prennent conscience et
il aura un retour sur investissement. Docteur Boukari Nevié, ancien chercheur et spécialiste du discours, merci de partager avec nous votre lecture de cette décision. Merci. Avec vous, il a été question des enjeux politiques, diplomatiques et stratégiques qui entourent la rupture des relations entre le Burkina Faso et la France. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre entretien. En attendant, portez-vous bien.